Allez, bonjour à tous. Vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on va partir en exploration près de chez nous, aux portes de Grenoble, dans le massif du Vercors, où l'on trouve encore les derniers lieux sur Terre que l'homme n'a pas encore foulés. Je dis sur Terre, mais c'est plutôt sous terre. Et pour nous accompagner dans cette plongée, j'ai à mes côtés 4 spéléologues expérimentés, Léa Varnereau, David Parot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. En face de vous, Emmanuel Tessan et Alex Lopez. Bonjour également. Bonjour. Bienvenue. Alex, qui en plus d'être spéléologue, a la particularité d'être réalisateur de films, et notamment d'un film qui s'appelle On a marché sous la terre, primé dans de nombreux festivals, qui a été présenté également aux rencontres Ciné-Montagne de Grenoble, et qui retrace l'exploration au long cours que vous avez menée dans l'un des réseaux les plus célèbres de France, dans le Vercors, le gouffre, le réseau du Berger. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Alex, de faire ce film ? Ça faisait des années. Alors non, la vraie raison, parce que c'est une vraie question, c'est les rencontres Ciné-Montagne. Cette idée, elle est née aux rencontres Ciné-Montagne, c'est important de le dire. Donc il y a quelques années ? Donc il y a quelques années en arrière, en fait, où à chaque fois, je suis un féru de films de montagne, comme beaucoup de Grenoblois, et en allant à mon petit rendez-vous annuel, je me disais, putain, ça manque de films spéléo, quoi. Ou alors, les films spéléo que je voyais, je me disais, il y a peut-être moyen de pousser un peu plus loin, quoi. Peut-être pousser un peu plus loin la qualité, peut-être pousser un peu plus loin la narration. Et à partir de là, ça a été un processus qui a mis des années, et jusqu'au moment où David et Cédric, ils ont posté une vidéo de leurs aventures sur Facebook. Et là, je me suis dit, putain, c'est là, quoi. C'est ça le sujet. J'ai appelé David, et il m'a dit, bingo, on y va, quoi. Et 5 minutes après, mon téléphone sonnait. Cédric, au bout du fil, qui me dit, t'es prêt à bouffer de la corde ? Ouais, et là c'était parti, quoi. Et le projet s'est lancé. Alors il a mis du temps, on va le voir, à aboutir. Ce projet, pourtant, David, cette exploration, elle est à la maison, aux portes de Grenoble. C'est un terrain de jeu accessible. Oui, c'est ça l'avantage de la spéléo aux portes de Grenoble, c'est d'être à côté de la maison et d'explorer son massif d'une manière un peu particulière par rapport à tous les Grenoblois, quoi. Nous, on va plutôt aller sous terre pour découvrir le massif du Vercors. On le voit là sur ces images, ce plateau du Vercors qui recèle de nombreuses cavités, dont l'une qui est l'une des plus célèbres au monde. Alex, je me tourne vers un spécialiste, le gouffre Berger. Ouais, le gouffre Berger, symboliquement, il est important dans le monde de la spéléo, parce que ça a été le premier gouffre à avoir atteint et dépassé les moins 1000 mètres de profondeur. Donc, dans les années où il a été découvert, c'est-à-dire 1953, il y a eu un mouvement médiatique autour de ça, et ça a été un des moments où la spéléologie a été mise un peu à l'honneur, au même titre que les ascensions himalayennes à cette époque. Manu Tessan, faire de la découverte comme ça à quelques kilomètres de chez soi, il n'y a qu'en spéléo finalement qu'on peut avoir ce privilège. On peut dire que c'est un privilège, mais globalement, c'est pas un privilège qui est si facile que ça, hein. Quand ils disent que c'est à côté de la maison, c'est le fin fond du fin fond du fin fond du fin fond d'un placard juste à côté de la maison, quand même. Voilà, ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est pas non plus à la portée de tous, quoi. Mais c'est vrai que le Vercors, 3000 cavités, et puis tout un chacun peut faire de la découverte en spéléo. C'est ça qui est génial. Si vous n'êtes jamais allé dans la grotte, chaque virage va être une découverte pour vous. C'est ça qui est extraordinaire en spéléo. Bon, puis il y a un historique sur ce massif. Alex le rappelait, le gouffre Berger dans les années 50, on les voit, ces pionniers du Vercors et de la spéléo qui, avant d'arriver à moins 1000, ils ont fait moins 50, moins 100. Enfin, ils ont dû, j'imagine, descendre par étapes. Moins 1000 mètres quand on fait de la montagne, ou plus 1000 mètres, ça paraît accessible à tout le monde. En spéléo, c'est un autre engagement. Ça dépend de l'époque. À l'époque, ils mettaient 15 jours pour aller au fond. Aujourd'hui, David, l'été, quand il fait le camp de la Fédération française, il fait l'aller-retour au fond en 5 heures, 6 heures. Allez, 5 heures, 6 heures. Allez, 5 heures, 6 heures. Voilà. Le matos a évolué. L'entraînement, j'imagine aussi. On comparait ça à l'Everest à l'époque. Le gouffre Berger, c'était l'Everest à l'envers, comme on vient de le voir sur une coupure de presse. Je trouve que, ouais, complètement. Puis je trouve que Cédric, il en parle très bien dans le film. Il dit une phrase qui est forte, je trouve. Il dit, en fait, tout le monde peut aller à moins 1000 mètres. C'est comme aller à 8000 mètres. Si tu es entraîné, tout le monde peut y aller. Mais attention, parce qu'il faut faire attention à tout ce que tu fais, quoi. Donc il y a une forme d'engagement qui est évidemment très présente. Et je mets des guillemets, et Cédric met des guillemets quand il dit que tout le monde peut y aller. C'est évident que voilà, ça engage, que c'est loin. Et voilà, de faire ce parallèle avec la montagne, je trouve assez juste.
Alors, ce projet de film, David, il reposait sur un défi, c'était d'arriver à connecter, on l'a vu sur cette carte, les deux réseaux que sont le gouffre berger et puis celui de la fromagère, qui sont à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres d'écart, mais qui ne sont pas aujourd'hui connectés. Et c'est ça que vous aviez envie d'aller explorer, hein. Un chemin éventuel. Ouais, effectivement, en fait, dans les spéléos, il y a deux pratiques. Il y a ceux qui pratiquent la spéléo-plongée et il y a ceux qui ne font pas de plongée. Donc moi, en l'occurrence. Donc ces deux réseaux, en fait, ils sont connectés par des siphons que Manu a très bien plongé, lui. Par contre, moi, vu que je ne fais pas de plongée, je cherche une autre manière de pouvoir connecter ces deux réseaux entre eux. Pour y aller à pied. Pour y aller à pied, par des galeries sèches, quoi. Donc ça, c'est ce que je recherche et c'est ce qui nous a pris un petit moment pour essayer de faire ça, quoi. On voit là, cette représentation numérique, hein, de ce réseau. C'est une sorte de labyrinthe quand même, le berger et la fromagère, Manu. 27 km de labyrinthe, en effet. Et le vrai challenge que David et Cédric nous relevaient, c'est celui de permettre à tout un chacun qui ne plonge pas de pouvoir essayer de faire cette traversée extraordinaire. C'est vrai que les plongeurs, il faut trop de matériel et c'est peu de gens qui peuvent... ça met tout en œuvre tout quelque chose de compliqué. Là, c'était un super beau challenge. En suivant le courant d'air, qui est un très bon indice en général pour savoir si on peut passer d'un réseau à l'autre. Si on sent de l'air, ça veut dire qu'il y a forcément un trou qui communique quelque part, c'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un déplacement de la masse d'air sous terre et en fait, comme eux, ils avaient beaucoup d'air à l'entrée, ils se sont dit, là, ça y est, c'est jackpot, on va faire quelque chose que les autres n'ont pas encore réussi à faire. Alors, vous parlez de Cédric, c'est effectivement un autre protagoniste de cette exploration aux portes de Grenoble. C'est Cédric Lachat, qui est plus connu pour ses qualités de grimpeur. Il a été champion du monde d'escalade, grimpeur suisse, mais qui vit à Grenoble. Il est également donc un pratiquant, j'allais même peut-être dire un amoureux de la spéléo. On peut même imaginer, quand on regarde le film d'Alex, qu'il est complètement accro de cette discipline. Regardez. J'ai tellement pas envie d'aller dans l'eau. J'aime pas l'eau. Franchement, je déteste l'eau, hein. Et à chaque fois, on vient là-dedans. Les gens, quand ils voient ça, là, ça va donner envie de faire la spéléo, hein. Bon, si on n'aime pas l'eau, on n'aime pas la boule, normalement on ne fait pas de spéléo, David. Ouais, c'est sûr, c'est une évidence. Mais bon, Cédric, c'est quand même... c'est un cas particulier. Et par contre, je vous garantis qu'il est vraiment amoureux de la spéléo depuis très longtemps, quoi. Voilà. Léa, la boue, l'eau, ça vous dérange pas, vous Non, pas du tout, ça fait partie du jeu aussi. Ça nous arrive de faire de la spéléo plus propre que ça ou plus calme, mais nous on a eu chance ou pas chance, certains jugeront. Mais non, on avait toujours des conditions un petit peu aquatiques et puis le trou en lui-même, il est stylé et au fond, il y a beaucoup de boue. On sort marron, c'est clair. Bon, c'est un bon client, Alex Lopez, Cédric Lachat, pour un film. Hein. Ouais, je crois qu'on peut le dire. Non, mais c'est clair que dans ce milieu-là, c'est pas évident de trouver des personnages en fait qui puissent porter des valeurs qu'on a envie de porter nous de la spéléo, c'est-à-dire une spéléo dynamique, souriante, des histoires d'amitié et tout ça. Et en fait, à travers Léa, David, Cédric, Manu, toutes les équipes, et puis tous les gens qu'on voit pas, il y a plein de gens qu'on voit pas dans le film aussi, qui ont énormément œuvré pour que ça puisse exister. En fait, c'est une super famille, quoi. Mais Cédric, oui, super client. Et d'ailleurs, il faut savoir que il est un peu à l'image de ce qu'on peut ressentir bientôt. Cédric, c'est tout ou rien, quoi. Donc en fait, on va le voir à fond la caisse, quoi. Et d'un coup, on va le voir comme ça, dans un coin de la salle, à plus bouger, et à plus parler pendant des heures. C'est Cédric, quoi. Mais il fait pas semblant, et c'est lui, quoi. Bon, il aime pas l'eau, il aime pas la boue. J'imagine que le matériel audiovisuel que vous avez utilisé pour faire des images de ce réseau de la fromagère aime pas non plus l'eau et la boue. Ça doit être un souci, ça, pour un réalisateur. Ouais, non, on va pas se cacher, c'est quand même un gros challenge. Faut être prêt à casser du matos, voilà, on en a laissé pas mal sous terre, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, c'est clairement ça. On voit l'état de votre matériel. Alors ça, c'est la petite boîte qui est censée protéger vos objectifs, c'est ça, Alex ? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment la boîte principale dans le cadre. Elle n'est pas hyper hermétique. Hein. Elle l'est, mais en fait, quand on voit l'état des bonhommes, il y a un moment donné, on peut plus rien faire pour le matériel, quoi. Donc on fait ce qu'on peut, en fait, pour le conserver le plus longtemps possible, et à un moment donné, on filme avec ce qu'on a. Et je peux vous dire que quand je dois retourner faire de la pub 3 jours après pour travailler dans des entreprises un peu standard, faut bien vous leur ressortez l'appareil photo plein de boue. Faut bien laver le matos si je leur raconte pas tout, quoi. Le temps de lavage. Léa, David, la présence d'une caméra sur une expédition, en fait, de la spéléologie
depuis longtemps, mais le fait d'être filmé, ça change un peu la donne, Léa? Non, parce qu'en plus, on ne se sentait pas filmé ou suivi. C'était naturel. Il y avait Alex qui nous suivait en images, mais il n'y avait pas de contraintes. On était complètement naturel. Donc, que ce soit dans les dialogues, dans nos actions, on n'y avait rien de prémédité. On savait qu'on allait faire de l'explo au fond. Et David n'a pas l'air d'accord. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que naturel, on va dire des fois. voilà, l'emprise de la caméra sur soi, ça va, c'est pas trop ça qui dérange. Après, c'est plus faire attention à ce qu'on dit, bien parler au micro, parce qu'autrement la scène, faut la refaire plein de fois. Puis c'est vrai que des fois sous terre, on n'a pas un langage très adapté, quoi, on va dire. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai jamais eu besoin de demander aucune consigne à Léa, quoi. Alors Mais que par vous, contre, à c'est Cédric et à David. impossible, en fait. Tu vois, si tu leur demandes pas de faire des phrases, mais il y aurait pas de film, en fait. Tu vois, ça serait des syllabes. Non, ce qui est vraiment impressionnant, je trouve, c'est que Alex, il est réalisateur, il fait les images, mais il est spéléo. Oui. Ça De veut toute dire façon, que l'équipe, parce qu'il parlait des autres, tes collègues qui étaient là pour faire tout ce qu'on voit pas, ils ont fait un job de dingue. Et c'est parce qu'ils sont spéléo dans l'âme eux aussi. Et ça, c'était vraiment hyper appréciable. Il n'y a pas eu de temps à devoir les gérer, en fait. Ils étaient hyper autonomes. Ouais, alors en fait, moi, mon envie sur ce film, c'était de faire du cinéma du réel. Donc, franchement, des prises doublées, il y en a quasiment pas. Il y en a une, voilà, donc je détaillerai pas pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Mais voilà, sinon, c'est du cinéma du réel, quoi, au maximum. Donc, on sort la caméra, on filme, et puis je leur donne des coups de coude au fur et à mesure en disant putain, mais fais des phrases. Pardon. Non, pas putain, justement. ne jure pas, justement. Voilà. Bon, alors il y a beaucoup de O dans le mot spéléo, il y a beaucoup d'O, E-A-U aussi dans la pratique. S'il n'y avait pas d'eau d'ailleurs, il n'y aurait pas de cavité comme ça. Ça aussi, j'imagine que ça complique la donne pour filmer, Alex. On est dans l'eau 80% du temps, donc il faut adapter le matériel en fonction de ça. Et un des gros enjeux techniques de ce film, c'est d'enregistrer des dialogues. En fait, il faut comprendre que s'il n'y avait pas eu un dispositif mis en place pour ça, on n'entendrait rien en fait. Il n'y aurait pas de dialogue. Et faire un film sans dialogue, bah, c'est pas Ça terrible. résonne, il y a trop de... Bah, en fait, on entendrait tout le temps. Voilà. C'est à peu près le bruit constant. On a la tête comme ça quand on sort, c'est clair. Bon, en tout cas, ça donne des images très, très spectaculaires. Léa, effectivement, il faut être capable aussi d'évoluer dans un milieu aquatique au-delà des techniques de cordes et de grimpe. Particulièrement dans le gouffre de la Fromagère. On n'est que dans la rivière, en fait. Une fois qu'on a passé le D35 et qu'on rejoint la rivière du D35, la rivière de la Fromagère, nous, on est dans une partie totalement aquatique tout le temps. Donc, on n'est pas dans du canyoning non plus, mais pas loin. C'est de l'eau qui finit à Grenoble, qui se jette dans l'Isère, celle qu'on qui voit rejoint là, finalement. du coup, les cuves de Sassenage tout en bas. Cette eau, David, c'est elle qui façonne ces cavités, ces réseaux et qui donne toute la beauté qu'on peut admirer quand on fait de la spéléo, notamment les fameuses stalactites, stalagmites qu'on voit tous quand on visite une grotte ouverte au public, que vous avez peut-être le loisir d'apprécier autrement quand on fait de l'exploration. Alors, on est toujours émerveillé par ce qu'on découvre, en fait, parce que c'est la première fois qu'on illumine, on va dire, ces paysages. Donc oui, on est toujours un peu ébahi par ça. Après, c'est vrai que parfois la calcite, enfin en tout cas les concrétions, elles nous font un peu chier, quoi. Voilà, pour le dire clairement. Et donc du coup, elles nous barrent le chemin et bon, des fois, on a plutôt envie de passer, quoi. Oui, et puis ça doit être compliqué de les enlever, de les casser, ces concrétions. Voilà. Mais après, on essaie quand même de respecter un maximum l'environnement et effectivement, oui, il y a des choses qui sont vraiment... Enfin, en tout cas, on a découvert des endroits là dans ce réseau qui sont vraiment jolis, quoi. Emmanuel, l'eau, c'est beau, ça fait des belles formations, mais c'est dangereux aussi en spéléo, notamment quand il y a des crues. Oui, alors c'est comme en canyon, c'est comme en rivière à l'extérieur. Quand il pleut beaucoup, s'il y a la fonte de neige, etc., on va être sur des débits d'eau qui sont conséquents. Les images qu'on a vues, elles vont impressionner tout le monde. Il faut savoir que dans 99,999% des gens qui font de la spéléo, on n'est pas dans ces conditions-là. Même dans cette grotte-là. Il y a eu, pour les besoins du film, le fait de devoir y aller souvent et de devoir y aller parfois dans des conditions particulières. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, on n'a pas besoin de se protéger de l'eau parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà. C'est vraiment un calcul. Qu'est-ce qui gérait la prise de risque, Alex, sur cet expé Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans ces conditions? Non, qu'est-ce qui gérait la prise de risque? Qui disait là c'est trop, on y va pas? Comme tout le temps en spéléo, c'est-à-dire que c'est collectif. Voilà. Après, forcément, il y a des gens plus expérimentés que d'autres.
Dans notre cas, moi, mes anges gardiens, il faut le dire, c'est David et Cédric. Moi, quand je suis sous terre, j'aurais jamais pu faire ça sans avoir une sorte de confiance aveugle en ce qu'il disait. Mais n'empêche que dans tous ces sports-là, et puis en montagne c'est pareil, j'ai l'impression, il faut absolument être capable de garder son libre arbitre et de dire bah non, moi je le sens pas, ou là non, c'est une connerie, j'y vais pas. Et ça, tout le monde est capable de l'entendre, et que ce soit n'importe qui dans l'équipe, s'il y en a un qui dit stop, il n'y a aucun problème, c'est entendu quoi. D'ailleurs, ça nous est arrivé d'annuler plusieurs fois des sorties en fait, où on est arrivé sous terre et on s'est rendu compte que non, en fait, c'est pas pour aujourd'hui quoi. Et globalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant chaque mini-expédition, chaque sortie, on passait globalement la semaine à checker la météo, à avoir des discussions tous les jours. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, s'il se passe ça, s'il y a tel vent, s'il y a tel truc. Et ça, mais c'était tout le temps, quoi. C'est épuisant même. Et puis la forme de chacun aussi, ça, tu vois, on n'en parle pas spécialement. C'est vrai. Ouais. C'est un gouffre qui a été marqué dans son histoire par des drames, par des accidents mortels. Manu, vous l'évoquez dans votre film en 1979, où les 2 spéléologues grenoblois étaient restés coincés et fini par mourir dans ce gouffre berger. C'est souvent ce que les gens vont retenir d'une activité, ce qui peut être dramatique, ce qui peut marquer. En l'occurrence, 99,99% des cas, tout se passe bien et tous les feux sont dans le vert, quoi. Mais il est vrai que pour des grenoblois, le réseau du Berger et la grotte des Cuves de Sassenage, ça représente une histoire qui est complexe. Ouais. Voilà. Et en effet, ce qui est bien dit par Cédric, c'est accessible, mais ça doit être réfléchi, ça doit être construit en fait. C'est comme tout ce que tu disais, hein, toute sortie en montagne, en fait, elle se construit et il faut mettre les paramètres dans le verre, et aussi en fonction des personnes. Donc, on prendrait des gens qui, contrairement à Léa, à David, à Cédric, à Alex et ses collègues, seraient allés dans cette grotte-là, ils seraient mis en défaut en fait. Eux ne se sont pas mis en défaut par leurs conditions physiques, leur habitude, et même par du matériel très spécifique que moi, j'avais pas expérimenté. J'ai expérimenté pour la première fois quand je suis allé avec eux, puisqu'on passe dans l'eau, mais on est en combinaison étanche. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent ne pas voir sur ces images-là. Quand on voit les images des premières explos au Berger, ils sont en habit, c'est des bleus de travail. Ils sont imbibés d'eau. Nous, là, on était secs. Quand on arrive au bivouac, on se déshabille, on est sec, on se met dans les habits secs, on dort, on se remet dans de l'étanche pour repartir. Voilà. Donc il y a toute une conception qui est importante avant d'aller dans ces lieux-là. Alors, votre spécialité, David l'a dit, vous êtes spéléo tous les 4, mais Alex, lui, en plus, il filme, et vous, en plus, vous plongez sous terre. Vous êtes nombreux à pratiquer les 2 activités comme ça? Alors, il y a beaucoup de plongeurs qui font de la spéléo-plongée, et il y a moins de spéléos qui font de la spéléo-plongée. En revanche, dans des conditions comme celles où on était, il faut avant tout être spéléo pour faire aussi de la plongée. Voilà. Et puis, c'est des plongées qui peuvent être courtes ou qui peuvent être très très longues. Voilà. Ça demande une préparation particulière d'aller plonger sous terre par rapport à une plongée classique dans la mer ou dans un lac? Déjà, il faut avoir des amis, parce que le matériel est lourd, et pour l'emmener jusqu'à l'endroit où on doit s'en servir, il faut avoir beaucoup d'amis. Donc ça, merci David, Cédric, Léa, voilà, tout le monde a participé. Ensuite, les conditions sont les mêmes. Au niveau métabolique, hormis le fait qu'on est en montagne, c'est toute une plongée normale, hein. On peut utiliser de l'air, de l'oxygène, des mélanges, etc. Voilà. La grande particularité, c'est qu'on est sous un plafond. Et le fait d'être sous un plafond fait qu'on ne peut pas rejoindre une surface directement. Donc, on déroule un fil d'Ariane. Là, vous voyez mon collègue, voilà, c'est David sur les images. Donc, ce fil d'Ariane, c'est ce qui nous ramène à l'extérieur. Voilà. Et on le pose toujours. C'est important. J'imagine qu'il faut bien calculer aussi son autonomie, parce que le retour est aussi long pratiquement que... Tout est calculé sur un système de redondance. Il faut imaginer qu'on a 2 lampes, 2 ordinateurs pour la décompression, qu'on va avoir 2 systèmes de respirabilité qui sont séparés. On va consommer alternativement de l'un sur l'autre. Voilà, tout un tas de règles et qui permet de ne pas se mettre en danger. On fait des paliers de décompression aussi quand on est en... Tout pareil. Tout pareil. Avant-hier, record du monde de plongée souterraine, profondeur atteinte, moins 308 mètres sous l'eau, à fond d'Estramar dans les Pyrénées, par un Français, qui a battu le record précédent qui était de 287 mètres. C'est-à-dire qu'il avait 300 mètres d'eau au-dessus de lui. Il était à peu près à 1 km de l'entrée de la grotte et 308 mètres sous l'eau. Et donc il a mis combien de temps? 15 heures pour remonter? 20 heures? Alors j'ai pas l'info, mais c'est pas de l'ordre de 20 heures. 20 heures, c'était il y a 8 ans en arrière. Aujourd'hui, ils sont plutôt de l'ordre de 8 heures. Ah ouais. Voilà, parce qu'ils ont les produits ont un peu changé, ouais. C'est surtout les ordinateurs et les logarithmes de décompression. Voilà, il y a Comex et tout qui travaillent là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là, quand on parle de Manu qui va plonger au fond du gouffre de la Fromagère,
Moi, quand je suis au fond de le gouffre de la fromagère, j'ai déjà l'impression d'être au fond du fond de ce que je suis capable de faire. Lui, il démarre. Encore y aller. Lui, c'est il le début. démarre à peine. Lui, il a fait la marche d'approche, en fait. Et ça, c'est quand même. Enfin, pour moi, même quand j'y suis, je me dis, mais le mec est barjou, quoi. Ouais, mais j'ai de la chance. J'ai des gens qui peuvent lasser mes palmes. Et ça me fait gagner du temps. Voilà. Et on en parle, Manu, aussi, de te réchauffer tes gants. Non, il y a des choses qui restent dans Il a dit l'intimité. que c'était un travail d'équipe. Hein. Tout à fait. Il a été honnête là-dessus. C'est quoi la durée maximale d'une plongée que vous avez pu faire, Emmanuel? Alors moi, je suis pas un vrai plongeur. Je suis vraiment un spéléo. C'est-à-dire que s'il faut plonger après Oui, vous y allez 24 heures d'exploration, je suis capable de plonger. l'exploration, mais Voilà. pas pour... Sur mes compétences de plongeur, je dépasse pas les 60 mètres de profondeur, ce qui est déjà beaucoup sous terre, et je vais pas faire des distances de plus de 1200 mètres en plusieurs morceaux. Voilà. Donc ça, c'est des immersions d'une heure et demie, 2 heures au maximum pour moi. On peut faire aussi parfois un peu d'apnée hein, sous terre. Ça arrive, c'est rare. Ça, c'est Oui, bon, en je effet, ça c'est des images. C'est une grotte du sud du Vercors, le Cholet, où voilà, où celle-là c'est celle de Pré-Rouge peut-être. Ah, je crois que c'est le Cholet. Ouais. Voilà. Et où on passe des petits siphons courts. Donc là, plutôt que de porter une bouteille, on va la laisser avant et puis on passe comme ça. Bon, faut être sûr que ça débouche bien derrière quand même. Bon, en général, on laisse rien au hasard dans ce genre de cas. Hein. On repère. Bon, en tout cas, ça permet d'aller plus loin qu'à pied en spéléo, d'aller parfois découvrir des lieux que personne n'a encore vus. Sur cette grotte Cholet, justement, dans le Vercors, hein, au bout de l'exploration, vous étiez tombé sur un véritable trésor. Tout à fait. Alors j'espère que c'est un film qu'on aura l'honneur de présenter à Télé Grenoble un jour. Et en effet, dans le sud du Vercors, en passant des siphons, on trouve une galerie qu'on a appelée la Galerie des Merveilles, où il y a des concrétionnements qui sont très particuliers, qui correspondent à des moments où la galerie était noyée et les concrétions sont faites sous l'eau. Et quand l'eau est partie, ça fait ce qu'on appelle des dents de cochon. Voilà. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. C'est très préservé parce qu'en effet, quasiment personne ne peut y aller. Ce sont des images et un film de Johan Perrier qu'effectivement on diffusera un dimanche soir, puisqu'on a une case montagne tous les dimanches soirs. Donc vous pourrez suivre Manu Tessan et toute son équipe, parce que là aussi vous étiez nombreux pour reporter les bouteilles, le matériel, il y avait une grosse logistique. On était une bonne vingtaine. Bon, Léa, quand on part en exploration souterraine, hein, peut-être plus qu'en extérieur, il faut avoir des repères. Et c'est aussi le job des premiers spéléos à fouler une cavité, d'aller cartographier un peu l'endroit où il s'avance. Tout à fait, ouais, c'est ça. Elle est complètement vierge et inconnue. Donc pour en parler et s'y retrouver après, il faut la topographier. Donc ça fait partie des premières étapes suivant l'exploration. Alors vous avez ce petit outil que vous m'avez amené. Ouais. Avec ça, simplement, on arrive à s'en sortir? Alors avec ça, alors ça c'est vraiment la dernière évolution de la topographie. Hein. Avant on avait des carnets, on reprenait tout à la main de ces mesures. J'imagine qu'à l'époque des découvreurs du gouffre berger, ça faisait pas partie de la tiraille. C'est clair. Ça en fait, donc c'est un disto. Ça va nous permettre de prendre des mesures avec une inclinaison et une orientation magnétique. Avec ça, on va envoyer ces données par Bluetooth sur un téléphone portable avec une application. Et en fait, en temps réel, on va enregistrer nos données, pouvoir faire un dessin, que ce soit du plan ou de la coupe. Et ensuite, on va traiter ça. Une fois que la sortie est finie, on va faire un beau dessin sur ordinateur et publier ça. Alors, on vous voit là en train de topographier avec David. C'est les parties que vous explorez de ce réseau de la fromagère. Ça prend du temps, j'imagine, de tout bien référencer. Ouais, c'est hyper important parce que en fait, chaque étape, si on rate une étape, ça peut fausser, par exemple, l'orientation. S'il y a un problème de magnétisme, on va penser qu'on part à l'est, en fait, on part à l'ouest. Donc, il faut être hyper minutieux. Et puis oui, ça prend énormément de temps parce qu'en fait, on a envie de manger la première, d'aller découvrir. Et puis une fois qu'on a fait découvrir une branche, aller ailleurs. Sauf qu'il faut y revenir pour aller d'un bout à l'autre, prendre toutes ces mesures et ensuite faire cette carte, quoi. Donc si on s'écarte, on peut pas savoir si on se rapproche du berger, si on s'en éloigne, voilà. Parce qu'on peut pas regarder le soleil pour savoir si effectivement on est à l'ouest, à l'est ou Exactement. au sud. La boussole fonctionne sous terre, Bien sûr, ouais, les outils type GPS, etc. Alors, pas aussi, le GPS, pas le parce qu'on n'a GPS. pas la réception satellite, mais la boussole, fonctionne totalement. Avant, c'était un clinomètre. Avant, on avait des fils aussi, donc lui, il fait tout en un. Mais c'est un peu plus fragile aussi, il faut en prendre soin. Et puis, déjà en faire attention. On balise les parcours spéléo une fois qu'ils sont assez fréquentés, où chacun doit trouver son itinéraire par rapport à des topos et des cartes. Aujourd'hui, il y a comme en randonnée, il y a des couleurs, des repères, David? Non, c'est pas trop un milieu où on utilise le balisage souterrain. Après, pour des réseaux vraiment complexes,
Et pour le spéléo en lui-même, des fois on organise juste des cairns, un peu comme en montagne, juste pour nous s'orienter voilà, dans ce qu'on est en train d'explorer, on va dire. Mais c'est pas du tout à l'ordre du jour de baliser les grottes, quoi. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord. Ah ouais. À côté de Grenoble, vous avez la Dent de Crawl, un des plus grands réseaux français, plus de 50 km, 12 entrées. Et bien en fait, à chacun des puits, c'est marqué le nom du puits avec une petite flèche et les directions. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui se perdaient. Et donc avec intelligence, la collectivité Spéléo a dit on va aider les gens dans le fait de ne pas s'égarer. Voilà. Donc les plus grandes classiques, elles sont quand même balisées. Mais par contre, sur des zones d'exploration, on ne va pas forcément le faire. Voilà. Ouais, c'est vrai que la Dent de Crawl, il y a certains accès, le Trou du Glas notamment, qui est accessible avec un chemin de randonnée. Les premières dizaines, voire centaines de mètres de la grotte sont aussi accessibles à pied, on va dire, avec une Et petite puis il existe des topos Donc, pour chacun des massifs, en fait, avec des grottes, des références. On voyait le fil d'Ariane qu'utilisait Emmanuel en plongée. C'est pareil en exploration pédestre. Vous avez, quand vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de fil, non? Vous êtes sûr de retrouver votre chemin en retour? C'est pas tellement labyrinthique en fait. Certains réseaux le sont, oui. Donc là, on va mettre des petites flèches ou des cairns ou des petits signes pour montrer d'où on vient. Mais là, globalement, en fait, c'est du tout droit. Donc il y a une rivière. Si on veut aller visiter une branche, on va s'embarquer, mais on va jamais trop se perdre. Même globalement, dans tout type de classique en spéléo, les gens préparent leur sortie avec la topographie et l'emmènent avec eux. Donc en fait, même s'ils ne savent pas où ils sont sur le plan, ils savent quand même où ils sont dans cette avancée, et puis ils se retrouvent grâce à ça. Emmanuel a expliqué que le GPS ne fonctionne pas. J'imagine que le portable non plus. Sous terre, on ne peut pas passer un coup de fil. Pas tout le temps. pas tout le temps. Vous aviez testé il y a quelques années, je crois que c'était dans les Bauges, un système de communication justement pour arriver à parler avec des membres de l'équipe qui resteraient en surface. Alors ça, c'est quelque chose qui a été développé depuis longue date par le Secours Spéléo français. C'est ce qu'on appelle le système Nicolas ou transmission par le sol. C'est des grandes antennes qu'on déploie pour pouvoir communiquer. Alors souvent, on s'en sert pendant les secours. Là, on s'en était servi parce que c'était un bivouac loin et qu'on voulait donner les informations et puis regarder la météo, comme on aurait pu le faire au D35. Et aujourd'hui, il y a un mois en arrière, là, nous, dans la Savoie, on a testé même un système de Wi-Fi souterrain, donc qui se branche sur un fil et qui permet d'envoyer des images de l'intérieur vers l'extérieur. Ça a été fait par la 3SI, le Secours Spéléo Isère, dans des grottes ici aussi. Et voilà, ça c'est des avancées, voilà. Mais de là à dire que le téléphone passe, non, le téléphone ne passe pas. Et c'est d'ailleurs tant mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qui fait la beauté des lieux aussi. On se sépare pendant un instant de tout ce qui est l'extérieur. Tu es en train de nous dire qu'on pourra avoir Netflix au fond de la fromagère bientôt? Mais grave. Par contre, il faut dérouler un fil tout du long. Non, ouais. Alex, ça lui ouvre des perspectives. Il va pouvoir faire son montage depuis directement. On va y rester un mois, quoi. Mais comment on prévient les secours d'ailleurs en cas de nécessité, justement, parce qu'on parlait de profondeur à moins 800, moins 1000 mètres, même si David met 5 heures pour remonter, quand on a un accident, en général, il faut prévenir au plus vite les secours. Comment ça se passe? En fait, ça se passe assez simplement. Déjà, la première règle de base, comme pour la montagne, c'est de dire où on va, avec qui et qu'est-ce qu'on a prévu de faire. Donc en spéléo, on parle d'une sonnette. On a quelqu'un en surface qui s'attend à ce qu'on soit sorti. On donne un delta d'horaire, voilà, qui est raisonnable. Si tant est qu'on ne sorte pas, les gens ils font le 112 et puis derrière on tombe sur des conseillers techniques secours spéléo. Et puis sinon, si on a des gens qui sont assez efficaces et rapides, c'est pour ça que la spéléo à 1 ou 2 personnes, ça reste très engagé. À 3 personnes, si quelqu'un s'est fait un bobo, elle va rester avec et puis l'autre va déclencher un secours. On peut perdre la notion du temps sous terre, Léa Ouais. Et là, il n'y a pas de repère, il fait noir tout le temps. Il y a plus de. On a une montre, mais en fait, on oublie aussi de la regarder. Même comme le disent aussi dans le film, on oublie de manger, on oublie de dormir, on est tellement absorbé par ce qu'on fait. On se laisse complètement absorber par l'exploration, et puis le temps, il n'a plus tellement d'importance. Alors, votre expé, elle a duré à peu près 2 ans, votre exploration, David. Ça demande beaucoup, Emmanuel le disait, beaucoup de matériel, beaucoup d'amis, beaucoup de logistique pour porter tout ça, même si on est aux portes de Grenoble, il y a quand même quelques kilomètres à pied pour atteindre l'entrée du réseau. Hein. Oui, ça demande beaucoup de temps et surtout ça demande de la forme physique aussi. Et du coup, la réunir sur 2 ans, c'est hyper compliqué, je trouve, parce que la forme physique, ça va, ça part, ça va, ça part. Donc, à chaque fois, pour réunir, on va dire, tout l'environnement optimal pour faire les sorties, ça demande beaucoup de temps, quoi. Voilà. On voit l'entrée du réseau, ça a l'air tout anodin, un tout petit trou comme ça, on pourrait passer devant sans s'en rendre compte. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce trou, en fait, il a été ouvert par la communauté spéléo
Voilà, il a été débouché. À l'époque, c'était complètement bouché par des blocs, donc on n'avait aucune visu sur l'entrée de la grotte. Et à force de désobstruction, le trou s'est dévoilé, quoi. Vous les avez suivis à chaque fois, Alex, sur chaque plongée? Ouais, j'ai raté que la dernière, qui n'est pas dans le film, Et la première. et la première, avant de vous contacter. Non, j'y étais à chaque fois, voilà, mais je peux vous dire que les premières sorties, je faisais pas le fier, hein. J'avais vraiment peur, et d'ailleurs, il était prévu que j'aille jusqu'à moins 400 mètres et qu'après je les laisse se démerder. Et puis en fait, très vite, ils se sont rendus compte que j'étais capable, je me suis rendu compte que j'avais envie, et, L'un dans l'autre. et c'est devenu une histoire bien plus complexe que celle de faire un film, en fait. C'est Ouais, et devenu, puis nous aussi, en fait, on avait quand même vraiment l'envie de partager ça avec le réalisateur. En fait, autrement, ça n'avait aucun sens de se filmer nous, alors que Alex, il était là pour faire un film, quoi. Donc c'était aussi une volonté de notre part que... Et je tiens juste à préciser, c'est important pour moi de le dire, j'étais jamais tout seul en technique. J'avais toujours un bon copain qui m'assistait pour m'aider à porter du matériel, pour m'apporter un soutien psychologique. Voilà, donc ils se sont relayés, mais c'est important de le dire, j'étais jamais tout seul. Vous avez calculé le nombre d'heures que vous avez passé au total sur cette exploration? Non. On va dire qu'en moyenne, on y passait une trentaine d'heures, quoi, sur le week-end. Et je sais pas, sur les 2 ans, combien de séances on a fait, mais... Avec vos sorties à vous, il y a eu 12 sorties, une trentaine d'heures. Là, on parle que du moment où on rentre sous terre, hein, alors qu'il y a quand même beaucoup de préparation. Donc on fait le calcul, ça doit faire dans les 400 heures, quelque chose comme ça. Quand on aime, on compte pas. C'est ça. Vous y avez même dormi, hein. On vous voit là en train de préparer, d'installer un bivouac sous terre. Là, il nous avait dit, vous verrez les gars, on a une super salle, c'est super grand, on va trop bien dormir. Et là, on arrive à moins 900 et il nous présente ce truc, quoi. Il n'y a même pas de quoi foutre une tente. Voilà. Ah si, regarde, elle tient. Ouais, elle tient. Il y en avait une. Voilà. Tu l'as pas trop essayé. Toi. Nous, on l'a pas essayé. On s'est mis dans des coins sous des couvertures de survie. Alors j'allais dire, dormir à la belle étoile, c'est pas mal, mais bon, là, le terme est peut-être pas approprié quand on est sous terre. C'est le seul endroit où il n'y a pas le bruit de l'eau, le vacarme de l'eau là, qui est là pour te déranger constamment, où il fait relativement sec. Donc c'est quand même un endroit qui est agréable, mais il faut bien saisir que ces endroits ils sont assez rares dans ce trou. Bon, en tout cas, ça permettait d'explorer plus rapidement les parties inconnues. On ne gagne pas à tous les coups en exploration spéléo. David, vous y avez cru longtemps à arriver à connecter ces deux réseaux sans avoir besoin de plonger sous l'eau? Mais j'y crois encore, en fait. J'y crois encore, c'est juste que là, je fais une pause physique dans ces explorations-là. Mais rien n'empêche que plus tard, soit des autres spéléos vont reprendre le projet, ou moi, pourquoi pas, dans quelques années, me replonger dans cette exploration. Mais c'est jamais fini, en fait, une exploration. Et j'y crois encore. Là, on vous voit en train d'essayer de chercher un passage dans ce lac souterrain. Ouais, j'avais vraiment espoir, voilà, de pouvoir se glisser entre l'eau et la paroi et de ressortir facilement derrière, quoi. Et j'adore parce qu'à ce moment-là, on l'entend pas là, mais il dit « Ah, ça va m'exciter cette histoire ». À chaque fois que j'entends ça, je me dis « Mais il est barjot ce gars ». C'est vrai qu'il y a plusieurs étages et cet étage-là, en fait, il est soit colmaté par de l'eau, soit par de la boue. Et les étages inférieurs, il y a l'eau qui coule, et puis les étages au-dessus, peut-être qu'ils n'ont pas encore été trouvés, et peut-être vous allez les trouver. C'est ça. Bon, en spéléo, Léa, il faut être capable de rentrer des fois dans des trous qui paraissent complètement inaccessibles à un corps humain. Ouais. Il y a la boue, mais il y a aussi ce qu'on appelle les étroitures. Ouais. Il n'y a pas un côté un peu angoissant quand on part comme ça dans un orifice aussi petit? Non, parce que après c'est jamais le premier. On a quand même l'habitude de passer ce genre d'étroiture. Et puis si à un moment donné on sent qu'on n'y arrive pas, on va pas se forcer et se coincer. Donc là, ça peut paraître effrayant pour personne lambda, mais on a l'habitude. On va dire que ça fait partie du quotidien d'un explorateur, Ouais. Moi, personnellement, d'être coincé avec comme ça. toute l'expérience que j'ai de la spéléo, je suis vraiment pas fan des étroitures. Par contre, il y a un moment donné, quand tu es en première, il se passe quelque chose dans ta tête où ce côté-là, tu l'oublies et tu as juste envie d'aller voir ce qui se passe. Et c'est là où tout bascule, en fait. Voilà. Bon, alors parfois, malgré les étroitures, malgré votre exploration, ça coince. Il y a de l'eau partout. Dans ce cas-là, on fait un appel à un ami, c'est Emmanuel, qui arrive avec ses bouteilles de plongée, Manu. Et il faut dire que
Emmanuel, au-delà d'être un plongeur expérimenté, c'est aussi quelqu'un qui a un matériel high-tech, hein, j'ai envie de dire. Hein. De très très haut niveau. De très très haut niveau. Je dirais même sponsorisé par la direction départementale de l'équipement. Voilà. Ça sont vos palmes de plongeur. Alors ça, c'est une quille ramassée au bord de la route qui avait été cassée par une voiture et dont j'ai fait des palmes de plongeur. Voilà. Pour que ce soit plus léger. Ah oui, j'allais dire, c'était quoi l'intérêt, mais c'est le poids. le poids. C'était pour Le pas avoir à poids, descendre. C'est ça. Et puis ça se met aussi autour des bouteilles de plongée, donc ça les protège. Quand vous avez vu ça, Alex, vous avez douté de ses compétences de plongeur de haut niveau? Moi, je dois avouer qu'à ce moment-là, je comprenais pas trop. J'étais concentré sur des histoires de matos qui se passaient mal, en technique audiovisuelle, puisque j'avais perdu mon assistant qui était 2 heures en arrière et qui avait noyé toutes mes batteries. Bref, ça, je sais même pas si Manu en a eu conscience ce jour-là. Pas du tout. Voilà, mais après coup, et surtout en revisionnant les images, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors, Ah, Emmanuel voilà nous les a fait originels. un cadeau de ces 2 palmes, on va les appeler comme ça, hein, puisque c'est comme ça que vous les avez utilisées. Qu'est-ce que vous en avez pensé, David, en les voyant? Bah, C'est improbable, vraiment, c'est improbable. vraiment de bouts de plastique, hein, et là, je C'est confirme. qui de la VDE. Oui, je vois bien, pour récupéré, marquer, voilà, marquer c'est les ça. bords de route, quoi. C'est ça, tout à fait. Non, je croyais que c'était carré, un plongeur spéléo, moi, dans ma tête, à la base, tu vois, quand il t'explique le programme et tout, et puis tu arrives sous terre, tu vois ça, ouais, j'ai loupé un truc où j'ai mal compris. Mais... Bon, les sacs étaient légers. Hein. mais les sacs étaient Il légers. n'y avait ouais. que 2 sacs pour un plongeur. Ça va. Bon, avec des palmes comme ça, effectivement, on a moins de poids sur le dos. Ouais, vous l'avez quand même fait cette plongée à moins 900 mètres, c'est ça? Comment ça s'est On est à passé? moins 900. Bah, ça s'est passé très bien, c'était beaucoup plus court que ce que je pensais. Comme on disait tout à l'heure, les étages qu'ils ont découverts et qui certainement donnent dans le gouffre berger qui voulait jonctionner, c'est des vieux étages et qui ont été colmatés, alors par la calcite, comme disait David, qui a pu tout boucher, ou par de la boue. Et là, on voit l'image sous l'eau, en fait, c'est très étroit. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'eau a quitté cet étage-là, eh ben, l'étage s'est rempli d'argile ou de dépôts calcités. Et aujourd'hui, ça ne passe pas. Après, je leur ai donné une piste. À mon avis, on peut vider le siphon avec un tuyau. Et si ça se trouve, le courant d'air pourrait s'installer. Moi, je reste assez persuadé qu'il y a un truc à jouer là-dessus. À chaque fois qu'on regarde ces images, avec Léa, David, on est comme des fous. Parce qu'en fait, dans ces images, à un moment donné, il tourne la tête, Manu, et on voit un petit trou noir au fond. C'est très dur de savoir quelle taille il est. Est-ce que c'est la taille de ça ou si c'est ça? Plutôt la taille à peine d'une tête. Mais à chaque fois qu'on voit ces images, on est comme des fous. De l'autre côté, côté berger, il y a des galeries similaires qui sont noyées de la même manière. Et on peut imaginer que c'est la même unique galerie qui s'est remplie d'eau, qui s'est colmatée et qui ne permet pas pour l'instant de passer. Quand on part sur un projet d'exploration pour faire un film, Alex, j'imagine qu'on se fait son petit scénario dans la tête et qu'on se dit, ça finira avec la jonction des 2 réseaux et ce sera la PN du docu. Vous avez été déçu que finalement, même avec l'apport d'Emmanuel Tessan, vous n'arriviez pas à connecter ces 2 réseaux? Forcément déçu parce que... Un petit peu déçu dans le sens où ça aurait pu porter le film encore plus loin. Et mon intention, évidemment, c'est de porter la spéléo auprès du grand public. Donc, ça aurait pu permettre ça. Après, voilà, ça reste une histoire de spéléo. Et je savais très bien, pertinemment, que la chance, elle était infime. Et quand j'ai présenté le film au producteur, c'était la question qu'il me posait à chaque fois. Il me disait... Tu mesures à combien de pourcentage que ta jonction soit possible? Et du coup, moi, j'étais là, au moins 50%, quoi. Mais dans ma tête, bon, j'étais quand même largement en dessous, en réalité. Bon, vous l'avez bien vendu. Voilà. La déception, elle était aussi de votre côté, Léa et David? On espère toujours que ça fonctionne. Après, on s'éclate tellement à faire cette exploration. Si ça passe, c'est formidable. Si ça passe pas, on sait qu'on y retourne. Bon, puis il reste la sensation d'avoir été les premiers à fouler une terre, enfin une sous-terre, entre guillemets. J'imagine que ça, c'est particulier quand on se dit qu'on est peut-être le premier homme à aller dans un endroit comme celui-là. C'est clair. C'est une expérience qui est assez... J'ai du mal à expliquer ou à faire ressentir ça aux gens, mais oui, c'est assez étrange quoi, comme situation. C'est plutôt plaisant, on va dire, d'être le premier à illuminer, à mettre sa lampe, à éclairer ce qui nous entoure et à marcher sur un sol vierge, en fait. Ça, moi, j'ai toujours ces images, en fait, du premier homme qui marche sur la Lune, en fait, où on voit sa première empreinte et je me compare un petit peu à ça. C'est un peu pareil, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'Alex, en choisissant le titre de son film, a fait un petit parallèle aussi avec ça.
C'est sûr. Ouais, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, on est dans encore des derniers espaces d'exploration, voilà, de notre planète. Et pour moi, ce qu'ils font, c'est admirable. C'est admirable, c'est beau à plein d'égards. L'énergie qui est mise à ça, je la trouve belle, rien que ça, en fait. Emmanuel, vous avez fait aussi des premières, même émotion Énormément. J'ai eu cette chance-là. Avec la plongée, on a de la chance. C'est c'est que forcément, on ça découvre. limite le nombre de concurrents qui peuvent Tout à venir fait, vous voilà. piquer Bon, moi, je vous avoue, quand on a eu fini la plongée et qu'eux étaient déçus, moi, je ne l'étais pas. J'ai laissé mes bouteilles sous terre. Je compte bien retourner avec Océane, ma chérie, faire la traversée le printemps prochain. Voilà, les cordes sont toujours en place. Donc, on imagine bien rentrer par là et ressortir. Mais c'est vrai que ce que dit David, c'est vrai, moi, j'avais utilisé la même notion que toi. Et puis, comme le titre du film, le fait de marcher à un endroit où personne n'est jamais allé, c'est vraiment une chance qu'on a, ouais. Voilà. Après, je trouve que la chance, elle existe aussi pour tout un chacun qui ferait de la spéléo pour la première fois, même dans des grottes connues, en fait. David, il a choisi d'en faire son métier et il est rentré en formation. Là, il a bossé tout l'été dernier. Moi, je travaille dans ce métier-là. Emmener des gens, leur permettre de découvrir un virage, quelque chose qu'eux ne savent pas, voire leur laisser passer devant, ils n'auront peut-être pas tout à fait la même sensation que nous, mais en fait, ils l'auront quand même, quoi. Et c'est vraiment génial. Bon, pour vous, David, elle existe, hein, cette jonction. Vous avez manqué de temps ou manqué de chance pour ne pas la trouver sur cette première exploration. Je fais confiance à la géologie, ouais. Et je pense qu'elle existe vraiment. Bon, ça veut dire qu'il y a un deuxième film, un deuxième chapitre qui peut s'écrire. Alex, il faudra être persuasif pour le producteur. Là, Là, va vraiment falloir. Hein. Non, pour le moment, c'est pas l'ordre du jour, mais on a d'autres projets. Bon. D'ailleurs, on parlait là sur cette émission d'exploration à la maison, mais vous êtes partis tous les trois. Manu avait piscine cet été-là. Vous êtes partis tous les trois beaucoup plus loin, en Papouasie. Hein, je crois que c'était cet été. Qui a eu l'idée de partir aussi loin, faire de la spéléo? On va dire qu'indirectement, c'est moi qui ai proposé aux copains de se joindre à une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais initialement, c'est un ami à moi qui organise cette expédition depuis de nombreuses années, je crois une vingtaine de fois. Et du coup, là, c'est tellement un voyage fabuleux que c'est comme la bonne première. Je trouve que ça se partage avec les amis, quoi. Voilà. Alors, c'est très loin de Grenoble, mais c'est aussi un peu plus compliqué à arriver que sur le plateau du Vercors. On voit cette forêt, cette jungle hein, de Papouasie. Il a fallu se frayer un chemin là-dedans, Léa. On a mis déjà en partant d'Europe 3 jours. Après, il y a eu 17 heures de bateau. Et encore 2 jours et demi, 3 jours à pied dans la jungle comme ça, à ouvrir le chemin parce il n'y avait pas d'accès. On avait une zone, on voulait aller à un tel endroit sur la carte et depuis la plage à cet endroit, il a fallu faire 2 jours de machette. Donc oui, c'était une sacrée expédition. Ouais. Vous saviez où vous alliez là, Alex, ou vous vous contentiez de filmer et de suivre le groupe? Moi, j'avoue que cette expédition, elle s'est enchaînée avec la post-production de On a marché sous la terre et j'étais un peu catapulté. J'ai vraiment fait confiance à David qui m'a dit Alex, tiens, ce serait bien que tu viennes avec nous. Ça a été une expérience de barjo, complètement de barjo et c'est très dur de décrire ce que j'ai pu vivre là-bas. Ouais. Bon, l'accès est différent du Vercors. Est-ce que ce qu'on trouve en dessous, David, ressemble à ce qu'on peut avoir dans les grottes chez nous ou il y a une spécificité dans chaque continent? Déjà, on va dire l'aspect de la grotte en elle-même, on retrouve les mêmes formations, etc. Sauf que là-bas, il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide sous terre. Et donc, du coup, c'est un vrai plaisir, quoi, comparé au Vercors où il fait 8 degrés et très humide. Voilà. Et vous étiez en mode exploration également ou c'était un territoire, un réseau qui était déjà fréquenté? Donc là, c'est la première année où on est parti sur une zone vierge, complètement vierge de la planète, où l'idée c'était de découvrir et de sonder un petit peu en tant que première expédition, de sonder un peu l'endroit pour savoir s'il y avait réellement des grottes ou un réseau. Et du coup, c'était une première reconnaissance sur ce milieu qui était vraiment vierge, quoi. Voilà. Léa, l'appareil de topo était de sortie aussi ou... Ouais. Indispensable, quasiment tous les jours on trouvait une nouvelle grotte. Donc en fait on ne prenait même pas la peine de se dire on va explorer, voir si c'est intéressant, on revient, on la topographie. Là c'était tellement des heures de marge d'approche qu'on emmenait tout pour équiper, pour topographier et on faisait tout dans la foulée. Mais oui bien sûr, chaque équipe avait un disto et puis le téléphone pour faire le dessin tout de suite, prendre des notes, faire des comptes rendus pour rien oublier. Bon, on a vu David regarder la carte là, à un moment sur cette séquence, il hésitait entre le nord et le sud. Il a fait confiance à sa partenaire. c'est bien. Il reste encore beaucoup d'endroits inexplorés sur Terre, Emmanuel. Les montagnes, on les connaît, elles ont toutes été
gravi la spéléo. On dit souvent le fond des océans ou ce qu'il y a sous terre. Ce que disait David à propos de la Papouasie, c'est en effet, il y a des zones, déjà, il y a très peu d'humains qui y sont allés. Et si en plus il faut aller sous terre, il y en a encore moins, donc c'est vraiment incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pendant qu'ils ont tourné On a marché sous la terre, eh bien, de l'autre côté, dans le gouffre berger, il y a un collectif d'une vingtaine de spéléologues qui ont découvert plus de 3 km de nouvelles galeries dans les étages supérieurs du berger. Donc ça veut dire que quelque part, même à côté de la maison, c'est ce qui fait, je pense, le côté incroyable de la spéléo, c'est qu'à proximité de chez nous, on peut vivre ça. On peut aller le faire à l'autre bout du monde, alors avec toute une organisation de fous. Et voilà, et j'espère que les images, on les verra de votre voyage, là. Mais on peut le faire aussi à côté de la maison, ouais. Il y a un film en préparation sur la Papouasie, Alex? Il y a un projet, c'est un petit peu difficile de s'avancer pour le moment, mais on a le projet d'y retourner en début 2025. Là, on va dire que pour moi, c'était un repérage. Bon, c'est un repérage qui se mérite, hein. On peut dire ça. Bon, à suivre en tout cas, et puis on suivra aussi les prochaines explorations de David dans ce gouffre, la fromagère. Je ne sais pas s'il embarquera encore Léa et... Bah, moi je suis, hein, c'est Ouais, sûr. Léa, c'est bon. Cédric, est-ce qu'il est vacciné ou il est prêt à y retourner, Cédric Lachat? Cédric, non, il est sur la fromagère, il est un peu vacciné, on va dire. Il a d'autres projets en tête, mais bon, c'est une question de temps, ça. Cédric, il s'est remis en mode monomaniaque de l'escalade. Voilà. C'est parfait qu'il n'est pas avec nous. Bon, ça va là. Voilà, il est sorti du monde de spéléo, mais il y reviendra sûrement prochainement. En tout cas, c'était très sympa de venir, nous qui restons en surface, nous plonger un peu dans vos aventures. On va finir cette émission en feuilletant quelques pages. Et ouais, parce que la montagne est belle aussi à l'air libre. J'ai quelques livres à vous présenter. Je vous conseille ce beau livre qui vient de sortir aux éditions Glénat. Ça s'appelle Montagne Majesté, un livre construit autour des photos de Robert Bosch, alpiniste suisse, qui nous présente le fruit de plus de 40 ans de passion pour la montagne. Quand je regarde son œuvre, c'est comme si l'esprit du monde nous avait surpris dans notre passion. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est Reinhold Messner. Et pour accompagner ces photos, on y retrouve des textes d'une douzaine d'alpinistes et grimpeurs de haut niveau, dont la Suissesse Nina Caprez, qui fait souvent équipe avec Cédric Lachat. Sur les parois des Alpes, au fil des 320 pages, on balaye la plupart des sports de montagne sur toutes les montagnes du monde. Il manque juste une discipline dans ces photos. Laquelle, à votre avis? Comme spéléo. Comme souvent. Bonne réponse, Manu. La spéléo, il faudra inviter à penser à inviter le photographe Robert Bosch sur une de vos sorties. Je pense qu'il pourrait avoir de l'inspiration. Et puis toujours dans la série des beaux livres de montagne, voici Alpes calligraphie sauvage. Ce ne sont plus des photos mais des illustrations qui sont mises en avant, des dessins d'Éric Alibert, peintre animalier réputé, qui peint les Alpes, leur faune, leur flore et leurs paysages avec autant de poésie que de réalisme. Des œuvres pleines de sensibilité qui sont accompagnées des textes d'un historien de l'art, Farid Abdelwahab. C'est publié donc également aux éditions Glénat. Et puis pour pas être en reste quand même avec vous, alors même si il date, j'ai ressorti de la bibliothèque de Télé Grenoble, il y en a peut-être des plus récents, mais celui-ci en tout cas s'appelle Le Continent Invisible, il est sorti il y a une quinzaine d'années, mais il fait la part belle au monde souterrain. C'est également aux éditions Glénat, c'est signé Georges Marbach, et je pense qu'on peut le trouver encore, notamment en ligne. Voilà, merci à tous les quatre, on va remonter à la surface pour la prochaine émission de Grand Air. Et puis moi, je vous souhaite de belles aventures dans vos prochains projets de découverte. Merci beaucoup. Merci. Merci.